C'est un témoignage exceptionnel et je suis tellement fier et heureux de recevoir Robert Birenbaum. Parce que vous êtes peut-être un des tout derniers résistants, survivants. Il y reste quoi, 2-3 résistants de la Seconde Guerre mondiale, résistants français. Oui. Et vous êtes là aujourd'hui pour témoigner encore à 97 ans, Robert Birenbaum. C'est important toujours de témoigner, de dire. Bien sûr. Je pense, c'est nécessaire quand on a la chance de pouvoir le faire. Oui. Parce que c'est pas dit. À 97 ans et demi, bientôt 98, je vous signale, en très peu de temps, le 21 juillet. 98 ans, avoir la mémoire qui ne flanche pas, d'abord, se rappeler de tout. Ça, c'est une chance extraordinaire. D'ailleurs, je le dis, je suis un chanceux. Oui. J'ai eu une chance extraordinaire. La chance d'avoir survécu, vous auriez pu mourir 1000 fois. Ben oui, bien sûr. Chaque action qu'on faisait, c'était un miracle quand on le finissait. Mais bon, on s'en est sorti. Oui. Lorsque, le 18 juin dernier, au Mont-Valérien, le président Emmanuel Macron vous a remis la Légion d'honneur. J'allais presque dire, il était temps. Il était temps. Je lui ai surtout dit que la Légion d'honneur, je la prenais, mais c'était bien sûr qu'il était un peu tard. Mais que de toute façon, la Légion d'honneur, je la partageais avec mes copains qui étaient au mur. Ils ont été fusillés, là. Oui. Et c'était très émouvant. Vous savez, je lui ai parlé de Manouchian, parce que c'est lui le premier président qu'on a parlé. Et je lui ai dit qu'il m'avait fait pleurer ce jour-là, parce que je trouve que c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel d'avoir enfin reconnu qu'il y avait un soi-disant étranger qui a défendu la France. Et c'est pas n'importe qui. Et je ne savais pas qu'il y avait à côté de moi la nièce de Manouchian qui était là. Et elle était en larmes quand elle m'a entendu parler avec le président. Et quand j'ai terminé, pour moi, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a embrassé. Ça, parce qu'elle a entendu ce que j'ai dit. Mais c'est pas pour moi la médaille. Je ne l'ai pas dit au président, mais vous savez, la médaille, je le raconte maintenant. Je l'ai dit déjà plusieurs fois. Mais enfin, je vais vous le dire à vous. Ma médaille, je considère que je l'ai eue il y a exactement... Ma petite fille avait 8 ans. J'étais chez mon fils à Trouville et il recevait sa belle-sœur qui est égyptologue et qui venait de se marier avec un égyptologue de très grand talent, tous les deux. Et elle connaissait ma vie, bien sûr, tout le monde connaît ma vie dans la famille. Mais là, elle venait de se marier et elle voulait que je raconte à son mari. Il était très intéressé par mon histoire. Alors on s'est installés sur un bout de table, tous les deux. Et puis il m'a interrogé, et pendant 1 heure ou 1 heure et demie, je lui ai raconté un peu ma vie, comme je le raconte dans le livre. Je l'ai souvent raconté. Et puis j'avais pas vu que ma petite fille, qui a maintenant 22 ans, elle avait 8 ans à l'époque, était assise au coin de la table, tout au bout de la table. Je l'avais pas vue. Et elle m'écoute. Je parlais avec lui, bon. Au bout d'1 heure ou 1 heure et demie, je me souviens plus, 2 heures de discussion, je lui dis, écoute, je vais pas te casser les pieds plus longtemps. C'est un type très intelligent, d'un haut niveau. Et je lui dis, ça y est, je t'ai raconté, bon, ça va, t'es content. Oui, il me dit merci, bon. Et puis on se lève tous les deux, et à ce moment-là, ma petite fille, de 8 ans, elle me dit, mais papy, mais t'es un héros. Ben, vous voyez, je me suis bien pleuré. Et puis la médaille, c'est celle-là. Je n'ai pas besoin de celle du président. Voilà. Oui. Et vous ne vous considérez pas comme un héros? Non, je ne suis pas un héros. Bon, vous savez, je veux bien qu'on dise de moi tout ce qu'on veut. Non, mais on était tous des héros. Je ne suis pas tout seul. Ceux qui ont participé avec moi à toutes ces actions, on est tous des héros. Bon, mais c'est un grand mot, vous savez. Les héros, c'est ceux qui donnent leur vie, ceux qui sont morts. Nous, on a fait notre devoir. Et puis,
On aurait pu aussi faire comme eux, passer au mur. Mais enfin, on n'y pensait pas. Ou peut-être qu'on y pensait, mais que ça passait au-dessus de nos têtes. Ouais, écoutez la voix de Marc Augeret qui chante l'affiche rouge. Aux agonisants. 20 ans déjà que cela passe vite, 20 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. C'est l'affiche rouge. Oui, mais L'affiche des traîtres, de ceux qu'on considérait comme Bien ces sûr. étrangers qui étaient Bien traîtres. sûr. Mais vous savez, j'ai entendu ça au Mont-Valérien le 18 juin 2023, avant d'avoir la médaille, avant d'avoir la Légion d'honneur. On m'a chanté l'affiche rouge, on m'a chanté le chant des partisans. L'armée française a défilé devant moi. Mais quoi, c'est un miracle, c'est miraculeux. Mademoiselle Manouchian qui m'embrasse. Ça a bouleversé ma vie, ça, je vous dis la vérité, c'est vrai. Ce jour-là, ça a été un des plus beaux jours de ma vie, c'est vrai. Pas pour la médaille, je m'en fous. Mais la reconnaissance, pas de moi, mais la reconnaissance de mes copains, de l'action qu'on a menée, du dévouement qu'on a eu pour la France. La France qui nous a accueillis, pas moi, puisque je suis né à Paris, mais mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes. Juifs, polonais, Oui. communistes. Non. Non, mes parents étaient complètement apolitiques. D'ailleurs, ma tante qui m'a embauché dans la Résistance, qui était la belle-sœur de mon père n'était absolument pas politique, pas du tout. Et chez lui, dans sa boutique, souvent, il y avait, vous savez, à l'époque, des juifs communistes, des juifs trotskistes, des juifs bundistes. C'était la bagarre entre eux. Et quand ils se disputaient, le soir, ils venaient dans l'arrière-boutique chez mes parents. Et mon père les réconciliait tous. Mais mon père n'a jamais été politique, d'ailleurs. Je lui ai tout caché, le pauvre. J'ai jamais rien dit à mes parents. Ma tante m'avait demandé, évidemment, de rien dire. C'est votre tante, Doria, qui vous dit « il faut que tu t'engages ». Oui, non, elle me demande si je veux m'engager. Oui. Voilà. Non, mais c'est drôle, parce que je vais raconter dans le livre. J'ai commencé, avant d'être résistant, on a fait un acte de résistance avec mes deux copains, le 17 juillet, alors que je n'avais pas encore vu ma tante, c'est parce que c'est le jour-là que je l'ai vue le soir. Mais le matin, j'ai rencontré deux copains à moi qui étaient aux jeunesses communistes, pas de la Moye. Ils étaient juifs, mais ils étaient aux jeunesses communistes françaises. C'était de vrais communistes, pas comme moi. Marcel Kaminski et Maurice Gilbert. C'était des copains d'école. On se rencontre près de chez Arnay, de la maison de Maurice Gilbert. Ses parents avaient été déportés le 16 juillet, le jour d'avant. Et là, on était le 17 au matin, et je passe là par hasard. Je les croise, on s'embrasse. On se dit bonjour, et ils me disent « Robert, est-ce que tu veux ?» Je ne m'appelle pas encore Guy, parce que je n'étais pas encore résistant. « Est-ce que tu peux nous aider? On a un projet, on veut défoncer la porte, enlever les scellés de la porte. Mes parents ont été déportés cette nuit, hier soir, le 16 juillet, le jour d'avant. On va défoncer la porte. J'ai un oncle qui est rue Faubourg Saint-Antoine, il a un stand où il vend des meubles. Je veux retirer les meubles de l'appartement, on va casser la porte et on va transporter les meubles Faubourg Saint-Antoine, on a besoin de quelqu'un. Oui, charrette à bras. Est-ce que tu veux? Voilà, alors on a pris une charrette qu'ils avaient commandée je ne sais pas où, et puis à 3, on est parti rue de Faubourg Saint-Antoine, mais je n'étais pas encore dans la Résistance. Oui. Et ce soir-là que j'ai rencontré ma tante qui m'a dit « il ne faut pas baisser la tête ». Oui. Elle parlait très bien. C'était une communiste dans Oran, elle a été déportée, je crois qu'elle était avec Simone Veil. Ils étaient copines au camp. Oui. Ils sont revenus ensemble. Quand elle est revenue, elle qui était une beauté, elle avait même pas 30 ans, oui.
Oui. C'est la rafle du Veldiv. Oui. Et vous entendez les arrestations, la rumeur qui annonce qu'il faut se cacher. Bien sûr. Une copine à moi avait un Jules qui était au coin de la rue, au commissariat de police de Tanger, qui lui a dit si tu as des copains juifs, dis-leur que cette nuit, on va venir les chercher demain matin. Et elle nous a prévenus. Mais enfin, il y avait déjà eu des bruits qui avaient couru. On n'avait pas. Mais elle nous a vraiment complètement. Elle s'appelait Simone Zeller. C'est une très bonne amie à moi. Elle avait 4 frères qui étaient des copains d'école. C'était des Italiens, émigrés comme nous, et ils traitaient de sales juifs. Là, vous savez, dans ma rue, c'était monnaie courante, hein, c'était la pègre, c'était métro à l'époque Aubervilliers, Stalingrad maintenant, rue Bello, l'épicerie de mes parents. Et puis bon, ma tante m'a dit tu dis rien à tes parents, mais est-ce que tu veux, il faut pas baisser la tête. Ouais. J'ai des copains qui se battent. Mon oncle, son mari, venait d'être pris dans une rafle. Un des premiers, il était à Pithiviers, je crois, depuis quelques jours. Elle, malheureusement, elle a été arrêtée vers le 23-24 septembre. Alors que c'est là qu'elle a rencontré un de mes copains. L'histoire du 20 septembre, la victoire de Valmy, où on a organisé la première manifestation. Enfin, pas la première, parce qu'il paraît qu'il y en a eu une avant aux Champs-Élysées en 1939 ou en 1940. Mais nous, c'était la première manifestation avec les Allemands qu'on a organisée. Oui. La rafle du Veldiv, les Juifs arrêtés, vous en êtes témoin. Vous voyez des personnes qui s'en réjouissent. Oui. Vous avez vu des gens qui pas chantaient beaucoup. Joyeusement à l'arrestation des Juifs. Oui, applaudir. Applaudir. Oui, en voyant passer les mômes. Mes parents distribuaient du lait, ils étaient épiciers, ils distribuaient des petits sandwichs à leurs clients qui passaient devant la porte, vous savez, de tout le quartier. Rue du Maroc, rue des Départements, rue d'Aubervilliers. Les autobus étaient là, attendaient les Juifs de tout le quartier qui passaient par la rue Bello. Tout le monde passait devant la boutique de chez mes parents. J'ai vu ce défilé, vous savez, c'est un souvenir innommable. Et je vous dis, oui, je me rappelle même le nom de celle qui a applaudi. Son fils, c'était un gangster. Il a été tué. Nassinck, Madame Nassinck, une Polonaise. Mais vous savez, à l'époque, les Polonais, c'était pas les amis des Juifs. Hein. Oui. Lorsque vous apprenez qu'il faut porter l'étoile jaune, oui, il faut la coudre, c'est obligatoire. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Je l'ai cousu. Comme tout le monde, je l'ai cousu. À l'époque, je n'étais pas encore dans la résistance. C'est en 1941. Et la première fois que je sors avec mon étoile, quand je venais de la mettre, je passais rue d'Aubervilliers, j'étais un groupe de camarades, tous français, ou espagnols, ou italiens, mais pas juifs. J'étais le seul juif. Et j'avais mon étoile. Je venais de la mettre. Et on se promenait rue d'Aubervilliers sur un trottoir assez large. Et au loin, j'ai vu un groupe de soldats allemands, ils étaient au moins une douzaine, des jeunes, entre 19 et 20 ans maximum. Vous savez que le soir, à l'époque, quand les Allemands sont arrivés, on discutait avec les jeunes Allemands, les premiers jours, rue d'Aubervilliers, le long de la palissade de la gare du Nord, qui était juste en face de la porte de la rue Bello. On se réunissait le soir, alors que moi, je n'avais pas le droit d'être là, mais j'étais le seul juif, avec quelques copains, on était là. Et on a discuté avec les soldats allemands. Ils étaient jeunes. Il y en avait qui avaient 17, 18 ans. Et ils se plaignaient je me rappelle, ils faisaient des exercices. Ils nous montraient ce qu'ils ont vécu. Ils n'étaient pas tellement heureux de ce qui leur arrivait. La guerre, c'était pas leur truc. Mais là, ce jour-là, ce groupe de soldats allemands venait de mon école, où ils avaient occupé notre école, rue de Tanger. Et ils marchaient sur le trottoir en face de moi. Je les ai vus ils étaient à 50 ou 60 mètres, mais tout de suite, j'ai vu dans leur regard la haine qui était inscrite dans leurs yeux.
Alors que quelques jours avant, je vous dis, je discutais avec des jeunes qui étaient sympas. Mais ceux-là, ils ne l'étaient pas. Et ils sont passés les uns derrière les autres, ils m'ont matraqué. Enfin, ils m'ont filé des claques jusqu'à ce que je m'écroule à terre. Et là, mes copains, j'étais pas loin de chez mon père. Ils ont été chercher mon père, qui est venu me chercher, qui m'a ramassé. J'étais en larmes. Et là, je me suis dit, ça passe pas. Là, il faut faire... Alors, ma tante n'a pas eu beaucoup à me convaincre. J'étais déjà convaincu. Ouais. Je voulais ma revanche. Ouais. Et là, Tout de suite. vous êtes incroyable. Je parce me que- suis vengé. Ouais. On vous surnomme Baratin. Oui, mais ça, c'est vrai. Oui, j'étais tout jeune et j'étais baratineur. J'étais pas seulement baratineur, j'étais chanteur aussi. Je chantais énormément, je chantais très très bien. Les chansons de Mouloudji, de Charles Trenet, Jacques Pils, Jean Sablon. C'est tout mon répertoire. J'ai chanté avec les plus grands. Mon pianiste, c'était François Charpin, pianiste aveugle, qui est un grand compositeur, que j'ai revu quelques années après, qui jouait dans un cabaret à côté de chez moi, que j'ai été voir. Et quand il m'a pas vu, puisqu'il ne voyait pas, mais quand il m'a entendu, je suis venu le voir au vestiaire. Et j'ai dit à la dame du vestiaire, quand il aura fini à l'entracte, vous lui dites que quelqu'un veut le voir au premier étage. Je suis resté à côté du vestiaire, là-haut. C'est le cabaret Montparnasse. Il jouait là tous les jours. Pendant l'émission qui s'appelait Le Midi, avec Roger Ferral et Jacques Chaban à l'époque, c'était le midi, et il y avait une émission, et j'ai vu mon pianiste qui jouait, ils ont dit qu'il était au cabaret. Et j'habitais à 150 mètres de ce cabaret, j'ai dit à ma femme qui ne voulait pas que je chante, qui m'avait interdit de chanter, Oui. enfin interdit, j'ai chanté pour mes copains, mais elle ne voulait pas que je devienne une vedette. Et je lui ai dit, écoute, je vais voir François Charpin, je ne l'ai pas vu depuis des années. J'arrive, donc il monte à l'entracte, je lui dis bonjour François. Robert, je ne m'appelais pas encore Guy. Hein. Je ne m'appelais plus Guy. Pour lui, Guy, c'était Robert. c'était le nom de résistant. Oui. Oui. Robert, il est venu m'embrasser, il me dit, écoute, c'est formidable que je te rencontre aujourd'hui, viens, je t'emmène chez moi, il habitait juste à côté, il marchait, on n'aurait jamais dit qu'il était aveugle, c'est impensable. C'est le meilleur pianiste de France. Hein. En 1939, il a été nommé en même temps qu'Eddie Barclay, j'y étais. Ça le plaisait. Ce jour-là, il a remporté le premier prix de jazz. 1939, les Allemands étaient déjà là, j'étais au poulailler. Parce que mon cousin avait gagné le concours aussi. En même temps, concours de jazz, il avait 13 ans, c'était le petit Charles Trenet à Paris. Il chantait chez Mireille, très grand, qui est devenu un très grand artiste, un grand chanteur. Et donc, François me dit, je t'emmène chez moi. J'ai quelque chose à te proposer. Et il m'emmène chez lui, un bel appartement. On n'aurait jamais dit qu'il était aveugle. Il se met au piano et il se met à jouer. Alors, il me dit, voilà, il joue. Quand je monte chez toi. J'ai le cœur qui bat. Tout en montant dans l'escalier. Je me souviens des autres paroles. Bref, il venait de composer cette chanson. C'est Henri Salvador qui l'a chantée. Il m'a dit, écoute, je te donne cette chanson. On fait un numéro tous les deux dans les cabarets en France. J'ai contrat. Je lui ai dit, écoute, François, c'est gentil, je suis venu te dire bonjour, mais ma femme ne veut pas que je chante. Elle m'avait vu chanter une fois à Coulommiers, dans un théâtre où j'ai remplacé Fréhel pour la fin de son spectacle, parce qu'elle était saoule comme un cochon, et que le colonel, qui était maire de Coulommiers, monsieur Le Sueur, avait envoyé sa fille pour me demander si je voulais finir le spectacle. J'ai terminé le spectacle au théâtre de Coulommiers, mais toutes les girls qui avaient dansé et chanté avant étaient réunies dans les coulisses, et quand j'ai eu terminé mon numéro, elles étaient toutes sur moi agglutinées, et ma petite fiancée à l'époque, Thérèse,
quand elle a vu toute cette troupe qui était agglutinée sur moi, elle m'a dit, tu sais, Guy, parce qu'elle m'appelait Guy aussi, hein, au début. Tu sais, Guy, t'as chanté, mais je veux pas que tu chantes, hein. C'est fini, c'est moi ou c'est les gens. Non, mais je la comprends. Ce qui est drôle, c'est qu'on entend votre joie de vivre, Robert Birenbaum. Ça me fait penser, je reviens sur cette rafle du Veldiv, un de vos amis, Nathan, Oui. va y échapper Oui. parce qu'il aime les femmes Oui. et le destin. Parce que les femmes l'aiment. Oui. Non, c'est C'est pire une que histoire. Ce sont des histoires dans la grande histoire, mais incroyables. ça. Mais oui, mais c'était pire que Quasimodo. Il était horrible. Et les plus belles filles, elles passaient par la fenêtre, je me rappelle. Il était au rez-de-chaussée, son échoppe. Alors, dans sa chambre à coucher, il y avait un volet toujours. Et les femmes, quand sa femme, à lui, elle était dans la maison et qu'elle revenait, les femmes, quand elles s'ouvraient à la porte, elles passaient par-dessus la robe. Je les ai vues de mes yeux. Oui. Mais c'était un monstre, un monstre. Et il va échapper à la rafle parce qu'il va Et dormir bien- chez une de ses mais maîtresses. bien sûr. Mais les plus belles femmes étaient avec lui, c'est impensable. Non, mais il faut dire que c'était un homme très intelligent. Oui. Très intelligent. Il m'a donné les premières leçons, je peux dire, de marxisme. Bon, même avant ma tante, bien sûr. Ben oui, parce que je faisais ses courses. J'étais en bicyclette et il m'envoyait, il n'avait pas les machines nécessaires pour terminer les chaussures. Vous savez, les ponceuses, les machines qui étaient modernes à cette époque-là. J'allais en vélo transporter les chaussures, je le ramenais, j'allais rue de la Charbonnière, voilà, à Pigalle. Et je le ramenais, et il me donnait une pièce. Je me souviens, oui, non, il était très gentil. Oui. Mais moi, il m'aimait beaucoup. Oui. Il Ce qui m'aimait est fou, dans votre vie, Robert, vous allez devenir résistant comme ça. Vous allez distribuer des tracts. Je sais pas les distribuer. Oui, dans le métro, Oui. Au péril de votre vie. Mais bien sûr. Oui. Mais on ne s'en rendait pas compte. Enfin, on ne s'en rendait pas compte, si, mais vous savez, à l'époque, on croyait qu'on était... Normalement, vous savez, quand on nous disait, voilà, tu vas faire une action, derrière toi, il y a des aides qui sont derrière, ils sont armés. C'était pas vrai. Mais on nous disait, à nous, aux jeunes, vous savez, mes copains, c'était surtout les filles, hein. C'était des copines, Evelyne, Estelle, Fernande, les 3 premières filles que j'ai rencontrées. Elles avaient entre 16 et 18 ans. Là, oui, l'aîné devait avoir 18 ans. On est restés amis jusqu'à leur mort. On était très comme des frères et sœurs. Mais c'était des filles extraordinaires. On faisait ça, les tracts, mais le danger était perpétuel, bien sûr. On jetait nos tracts dans la foule et on avait quelqu'un derrière pour les ramasser. Parce que seulement le fait de ramasser un tract, ça valait le camp de concentration. Oui. Il faut se remettre dans la situation de l'époque. Oui. C'était déjà un danger. Vous rentrez dans les cinémas au Oui. moment des actualités Bien sûr. pour crier. Non, Oui. on rentrait au cinéma. On s'installait. J'avais la responsabilité, toi ici, toi là. Dans la salle, on était répartis 5 ou 6. Et au moment des actualités, on hurlait mensonges, on gueulait dans la salle et les gens nous applaudissaient. Ou bien faisaient semblant de ne pas entendre. Mais nous, on l'a fait, oui, bien sûr. Mais on n'est pas les premiers. Hein. Ça, c'était les premières actions de résistance. Je me souviens qu'Henri Krasuki, qui s'est battu toute sa vie pour dire qu'il avait commencé la résistance bien avant ce qu'on lui dit, c'est-à-dire en 1941, quand soi-disant Staline avait fait l'alliance avec Hitler, Henri était déjà dans la résistance, avec un des fusiliers, Reimann, Oui. Marcel Reimann, qui habitait à la même rue que lui. J'ai connu son frère, bien sûr. Mais bon, on était un peu... on était des drôles de gars, quand même. Après le 20 septembre, mes 2 copains que je venais de recruter, qui habitaient en face de chez moi, c'était la première action qu'on faisait. Au cours d'un lancer de tracts, les copains que je venais d'embaucher, avec qui on avait imprimé des tracts toute la nuit chez eux, qui habitaient en face de chez moi, c'était leur première action, Bernard et Maurice Kurk.
Et Maurice, en jetant les tracts, bon, il n'était pas encore... vous savez, on avait un certain art. Ça s'apprend. Hein. On faisait un geste rapide et les tracts volaient au-dessus de nos têtes. Et lui, il a du mal à faire son interprétation. Et je l'ai vu, j'étais sur le trottoir d'en face, rue Le Pic, au milieu de la rue Le Pic. Tout d'un coup, je l'ai vu lever les bras et recevoir quelques claques. Donc j'ai dit, ça y est, stop. Son frère a réussi à marcher, est tout de suite parti. Et moi, j'ai suivi son frère. On a pris le métro, on est passé à la dernière seconde devant le portillon électrique. Les types étaient derrière nous, la Gestapo, les flics qui nous cavalaient derrière étaient derrière le portillon. On a pris le métro, on a été chez lui, 13 rue Bello, en face de la boutique de mes parents. Et là, on l'a débarrassé, on avait fait des tracts toute la nuit avec les Ronéo. On est monté sur les toits, on a tout jeté, on a remis l'appartement au propre. Et moi, je me suis mis à la fenêtre chez mes parents, devant l'épicerie. J'attendais, jusqu'à ce que je voie l'attraction avant qu'il s'amène. Et puis mon copain Maurice qui sort de la voiture avec tuméfié, les yeux au beurre noir, et les mains derrière le dos avec des notes. Et il monte chez lui, et puis après, il descend avec son frère. Et puis le soir, le frère revient, et l'autre est parti, déporté. Bon, freine, cassé la figure, enfin, torturé. Et ma tante venait de se faire arrêter pendant qu'il était, lui, à Fresnes. Dora s'était fait arrêter au cours d'une action. Et elle l'a rencontré, elle l'a passé, comme on dit... elle a discuté avec lui pour savoir s'il avait parlé ou pas parlé. En définitive, il lui a dit « j'ai rien dit, on m'a torturé, mais j'ai rien dit, et c'est vrai. » Il a jamais parlé de moi. Et ma tante, quand même, par précaution, elle m'aimait beaucoup, elle était à Fresnes, je me rappelle, elle m'a envoyé une lettre destinée à Robert. Robert, tu devrais partir à la campagne parce que je suis pas sûr. Vous savez, on doutait toujours. La torture, c'est quelque chose de terrible. On ne pouvait pas imaginer. Donc, c'est là que j'ai eu un rendez-vous. On m'a donné mon copain Robert Anveld, notre patron à tous, m'a dit, écoute Guy, tu vas être filé pendant quelques jours par le responsable des cadres, je ne savais pas qui c'était, mais ça c'est un souvenir monumental, je raconte, je l'ai vu arriver derrière moi, il m'a dit tu marches, et puis lui il va te suivre, et ça, on va prendre quelques jours pour voir si tu peux reprendre tes activités. Et c'est vrai que je l'ai aperçu, sauf cette fois-là, la première fois, dans son pardessus bleu. Je le revois, je vous parle et je le revois, tout cintré, un par-dessus. Il faisait très froid l'hiver. Hein. C'était octobre, il faisait froid. Très froid. Et il m'a suivi comme ça des heures, et puis c'est avéré que je n'étais pas suivi, donc j'ai repris mes activités. Ouais. Vous allez être chargé du recrutement. Ah oui, j'étais le recruteur numéro 1. Ouais. Oui. Comment vous faisiez pour recruter comme des ma résistants? tante a fait. Ouais. Mais enfin, mieux qu'elle. Parce qu'elle, elle n'avait pas besoin de me convaincre. C'était ma tante, elle était belge. Je me suis dit, mon oncle venait d'être arrêté. J'allais pas refuser à ma tante. Vous savez, elle était belle comme tout. J'avais 16 ans. Elle était toute seule. Souvent, elle venait chez mon père, elle disait... Ce soir, son mari était en prison et elle venait chez mes parents, elle disait il y aura peut-être une rafle de Robert qui viennent chez moi, je suis toute seule, on dormira ensemble et puis il reviendra demain pour aller à l'école. J'étais un petit peu amoureux d'elle. J'avais 16 ans, elle était belle comme tout. J'ai jamais eu de rapport avec elle, mais c'était comme ça. Et bon, voilà. Oui, recruter des combattants, des FTP, recruter... Oui, j'ai recruté beaucoup. J'étais un recruteur de premier plan. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu me lâcher.
et qu'on ne voulait pas que je rentre au FDP parce que j'étais trop important dans la situation du baratineur qui faisait un bon boulot. Oui, j'ai recruté beaucoup de camarades. Vous savez, Zonchin, Rachauer, Finkelstein, qui étaient tous devenus francs-tireurs. Je raconte d'ailleurs une des rencontres que j'ai eues avec un de mes copains qui s'était fait tabasser et qui avait perdu la mémoire et qui, je l'ai réveillé quand il s'est réveillé le matin et que je lui ai raconté ce qui lui était arrivé dans la nuit, il m'a dit, mais tu te rends compte, Guy, les copains, ils vont être contents. Et moi, je suis content aussi. Si jamais on me matraque, si on me torture, je ne parlerai pas. C'est la première chose qu'il m'a dit. Mais vous vous rendez compte dans quel état on était tous? Et on était tous comme ça. Bien sûr, on craignait la torture. C'était atroce. On connaissait tout ce qui se passait. Supplice de la baignoire, on savait tout ça. Mais bon, on avait des gars tellement... Des types d'une qualité de caractère qui nous dirigeaient. Vous savez que ce soit Robert Anvelt, Henri Krasucki, Jean-Claude Schwartz, lui, c'est comme mon grand frère, avec qui j'étais toujours. Comme je le dis dans le livre, c'est la vérité, il m'aurait dit, tu sautes du 3e étage, tu arriveras vivant en bas, je l'aurais fait. Ouais. On avait des convictions parce que c'était des types qui étaient extraordinairement courageux. Ils savaient qu'on s'en sortirait. Ouais. Et puis on a fait des choses, les récupérations d'armes, les matraquages. J'ai un de mes copains qui est venu chez moi, je me souviens, tout de suite après la libération. Comment il s'appelait déjà? Charles Michflicken. Je venais d'ouvrir mon magasin rue du Temple de maroquinerie, mais on se voyait toujours avec les copains, vous savez, après la guerre. Pendant quelques années, on sortait toujours ensemble. Le samedi, on se retrouvait tous ensemble. On allait danser, on se quittait pas. On était frères. Et il rentre chez moi au magasin et il me dit, Guy, Thérèse, ma femme s'appelait Thérèse, Guy, Thérèse, tu sais qu'est-ce qui m'arrive? Il avait un accent allemand très prononcé. C'était un franc-tireur, lui. Hein. Et tu sais qu'est-ce que j'ai eu hier? Simone Signoret, elle est venue chez moi. Ils vont faire un film. Ils veulent que je montre comment j'ai tué mes premiers Allemands. Avec un poignard. Il poignardait. Et ce film est passé à la télévision, hein, je l'ai vu. Ça s'appelait Deux Polonais émigrés, enfin, je sais pas, c'était un film. Charles Michflicken, c'était un héros. Il me prenait dans ses bras, c'était comme mon frère. On ne s'est pas quittés pendant des années, on a toujours été ensemble. Guy a fréquenté mes copains avec moi, je l'emmenais partout. Je lui ai donné mon nom en plus, de guerre. Bon... Et puis je suis fier. Quelle famille on a formé avec ma femme. C'est une famille extraordinaire. Ouais. Lorsque je disais vous auriez pu mourir combien de fois, ça s'est joué parfois un détail, une chance. Ouais. Le brigadier qui m'a sauvé la vie à Joinville-le-Pont, mais c'est une histoire de fou. C'est absolument incroyable. Et pourtant, c'est vrai. Oui, c'est quoi? Et ça s'était passé comment? On nous a pris pour des voleurs. J'avais un sac de jute. C'était la couverture d'une machine à écrire que j'avais volée d'ailleurs au cours d'une action. Et cette machine, je l'avais prêtée à la maîtresse, à la petite amie de Pierre Kapievitch, qui est devenu sénateur et maire de Vaux-en-Velin après la guerre, qui était un de mes grands frères. Il avait 20 ans ou 21 ans, j'en avais 16. Quand on se voyait très souvent, parce qu'on était à un certain niveau déjà, il m'embrassait, c'était mon frère, quoi. Comme tous mes copains, c'était mes frères. Et alors j'avais prêté la machine à écrire à sa femme, à sa fiancée à l'époque, Madeleine. Et puis, je vais récupérer ma machine.
le soir. Alors j'avais ce sac en jute sous le bras, et j'avais des faux papiers, une douzaine de cartes d'identité pour des nouveaux recrutés dans la résistance que je devais remettre à un copain qui venait à mon rendez-vous à Joinville-le-Pont. Et on était tous les deux dans une Vespasienne, en face de la gare de Joinville. Et puis on rentre dans la Vespasienne, je mets la main à la poche pour lui donner le papier, et on allait se quitter, quoi. Il y avait deux gendarmes de chaque côté, il y avait 2 ouvertures, pistolet au poing, messieurs, suivez-nous. Bon, comme j'étais pas bête, hein. J'avais 16 ans, c'est vrai, mais j'étais très lucide. J'ai compris tout de suite. Quand ils nous ont emmenés dans le bureau de tabac qui jouxtait la gare, en face de la Vespasienne, à 15 mètres, quand on est rentré dans le bureau de tabac, j'ai tout de suite gambergé, j'ai dit, ça y est, on est des voleurs. Quand il a appelé la patronne, « Madame, est-ce que vous avez déjà vu ces gars-là, elles nous regardent, une sorcière qui est en haut de son escalier. » Jamais j'avais mis les pieds à Joinville, c'était la première fois. On n'allait jamais 2 fois au même endroit. Et elle dit, ah, peut-être, de dire oui. J'ai tout de suite gambergé, j'ai dit, j'ai un sac en jute. On a volé, quelqu'un a volé le bureau de tabac et il vient chercher la marchandise qu'ils ont laissée quelque part avec un sac pour le remplir. Je dis à mon copain Roger, je venais de lire quelques jours avant un tract du parti qui disait qu'en cas où on est 2, qu'il y a 2 flics, il faut qu'il y en ait un qui parle d'un côté et l'autre de l'autre si on veut se sauver. Comme j'étais le chef, j'ai dit Roger, j'ai lu, je parlais avec lui, le gendarme était à côté de moi, mais je lui ai bafouillé, je lui ai dit Roger, tu pars à gauche, je pars à droite, il y a des ordres, on ne se laisse pas prendre, on fout le camp. Et là, j'ai commencé à courir dans la rue, les gens qui... Et mon copain s'est dégonflé, il est revenu sur ses pas, alors qu'il avait 3-4 ans de plus que moi. C'était un géant, moi j'étais un petit garçon à côté de lui, mais j'étais le chef. Et j'ai couru comme jamais dans ma vie. Il y avait des vélos qui passaient à côté de moi, le matin, il devait être 10h30, 11h, les gens allaient au travail. Il y avait le type derrière moi en vélo, un seul, parce que l'autre avait menotté et tout de suite tapé. Et je voyais mon copain en sang derrière. Et moi, je courais dans cette rue comme... J'ai jamais couru comme ça dans ma vie. Elle faisait à peu près 150 mètres de long jusqu'au pont de Joinville. J'ai couru et il y avait des vélos qui passaient à côté de moi. Je crie. Et eux, le gendarme était derrière moi, pistolet au poing. Arrête ou je tire avec son vélo. Je regardais son pistolet, c'était son pistolet qui m'intéressait. Je me disais, merde, hein, qu'est-ce qu'il est beau. C'était un 9 mm, je me rappelle, hein, je le vois. Et il me poursuivait. Et moi, les vélos qui passaient à côté, je criais, mais je suis pas un voleur, je suis un résistant, donnez-moi votre vélo. Personne n'a jamais voulu me donner son vélo. Je suis arrivé au milieu du pont, je voulais sauter dans la Marne, parce que j'étais bon nageur. Et j'ai pas eu le temps, il était sur moi, pistolet au poing, il a commencé à me dérouiller, me mettre des menottes, et on nous a amenés tous les 2 à la gendarmerie. Et là, le miracle, le brigadier qui écoute mon récit et... Je lui raconte, je dis, j'ai pas d'autre moyen. Il m'a même pas fouillé. Hein. Les papiers étaient toujours dans ma poche. Ça n'aurait rien changé, je lui dirais. Mais vous savez, c'est un rêve. Vous êtes pris par les gendarmes, on vous menotte, vous êtes en sang, et vous vous dites, ça y est, c'est terminé. Au revoir, ce soir, je suis au camp de concentration, en prison, on va me torturer, parce qu'ils vont trouver mes papiers. Et à ce moment-là, le brigadier vient derrière moi, parce que je lui raconte, je lui dis, on est juifs, monsieur, on n'est pas des voleurs, ça, j'accepte pas cette prononciation, je ne suis pas un voleur. Alors je lui dis, je vais vous dire la vérité, je suis juif, on vient à Joinville parce que des camarades nous ont demandé d'essayer de trouver des planques, parce que c'était bien la banlieue, on pouvait s'y cacher, il y avait des gens qui s'y cachaient. Je lui dis au brigadier, enfin non, on cherche un endroit pour que des juifs puissent se cacher. On va dans les villes de province pour essayer de trouver des planques.
Et à ce moment-là, il vient derrière moi, il me caresse les cheveux et il me dit « Je cache des juifs ». Il m'a dit « Je suis de la résistance ». Incroyable. Et voilà, et il me dit « Vous en faites pas, bougez pas de là, je m'occupe de vous ». Vous savez, j'y croyais pas. Hein, c'est des miracles comme ça n'arrive pas tous les jours. Et puis c'est vrai qu'il nous a relâchés, la voiture est venue nous chercher, on nous a emmenés dans un champ, ils nous ont dit allez, filez, et on est parti dans le champ, et puis j'ai dit à Roger, surtout tu rentres pas chez toi tout de suite, tu regardes si t'es filé, prends des précautions, rentre tard dans la nuit, sois sûr que personne n'est derrière toi, parce que, vous savez, j'étais un chef. Hein. Et je lui ai dit, tu sais, ils ont des moyens de filature extraordinaires, fais attention. Oui. Et moi, pareil, je suis rentré très très tard le soir, et ce soir-là, quand je suis arrivé dans mon taudis, rue Horto, à Aubervilliers, je ne sais même plus qui l'a loué pour moi, mais j'y suis resté 2 ans, sans que mes parents ne sachent rien. Je leur avais raconté toute une salade. Parce que j'ai jamais rien dit à mes parents, bien sûr. Ma tante me l'avait interdit, et elle avait raison. Et là, je vois la lumière qui passe à travers mes volets, et je rencontre le concierge. J'étais mitoyen avec lui, je lui dis, mais j'ai oublié d'éteindre la lumière. Il me dit, non, non, vous savez, vous avez un copain qui vient qui vient souvent chez vous. Il est là, il m'a demandé de lui ouvrir la porte, je lui ai ouvert la porte. Je lui ai dit, vous avez bien fait. Puis je rentre, et mon copain Jean-Claude, mon grand frère, le héros, un type extraordinaire, Jean-Paul Schwartz, qui était à l'époque numéro 3 à Paris, oui. Robert Anvelt, Pierre Kapievitch et Jean-Claude. Et puis moi derrière, oui, 4 ou 5e, enfin 6e. Oui, je crois que j'étais 5e à Paris. À 18 ans, hein, à la Libération. J'étais monté en grade, c'est vrai. On comptait beaucoup sur moi. Ouais. C'est bien. Et il me dit, tu sais, Guy, il m'est arrivé aujourd'hui, je viens te raconter ce qui m'est arrivé. Et il me raconte qu'il a tué son premier officier allemand. Et je l'enviais, j'étais fier de lui, bien sûr. Il était... C'était quelque chose. Il m'a expliqué comment ça s'était passé, parce qu'il savait que j'avais demandé, moi, depuis des semaines et des semaines, de rentrer au FTP, et qu'on me refusait toujours, qu'on me disait, mais Guy, c'est pas possible. On m'a refusé, jusqu'au jour où j'ai tellement insisté que les copains, j'ai été interrogé pendant des jours par un des hauts FTP. C'était rue Paradis, je m'en rappelle. Ils m'ont interrogé pendant très longtemps, plusieurs jours de suite, pour savoir si j'étais capable de rentrer au FTP. Et ils m'avaient accordé cette joie, voilà. Et puis le jour où j'avais rendez-vous avec le groupe de Manouchian, c'est le jour où ils se sont fait prendre. Voilà, j'étais au Père-Lachaise. C'était l'hiver, c'était le matin, et la fille est passée à côté de moi, que je connaissais, et elle m'a dit « Guy, barre-toi, pas de repêchage ». Alors j'ai compris tout de suite que malheureusement il y avait eu, que c'était dramatique. On connaissait tout. Hein. On était jeunes, mais on avait des têtes, pas moi tout seul, on était une drôle d'équipe. Ouais. Vous savez, on n'était pas nombreux. Hein. Qu'est-ce que je dis dans le livre, je ne sais pas, peut-être 150, 200, je ne sais pas, à Paris. Mais enfin, on était partout. On était dans toute la France. Ils sont tous débarqués quand il y a eu la libération de Pau, de Lyon, de Grenoble. Et nos actions, ils faisaient la même chose tous. J'ai connu tous les responsables, tous les jeunes qui étaient résistants sont revenus à Paris nous rencontrer. On a eu des réunions ensemble, plein. Un jour, au cours d'une réunion, je rentre dans la salle rue de Paradis. Il y avait un grand professeur qui faisait une réunion à l'époque. Je me souviens plus de son nom. C'était quelqu'un de... Il avait une barbe. Il y a un grand professeur qui racontait nos histoires. Et je rentre dans la salle et à ce moment-là, je rencontre Roger,
mon copain de ce jour-là, qui était en train de raconter notre histoire, et il me voit. Ah, il regarde les copains. Il dit, ah, ben c'est Guy, c'était lui qui était avec moi. Non, mais c'est des histoires de fous. C'est banal, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais c'est la vie, c'est Ouais, comme ça. ouais. On va entendre la voix de Lina Marny, il chante le chant des partisans. Ah, quel beau chant. Quand on entend ça, on se dit oui, il y avait des partisans, il y avait des résistants. Il y avait aussi, on pourrait dire, des salauds. Il y avait aussi des miliciens. Il y avait aussi des traîtres. Il y avait beaucoup plus de salauds et de traîtres que de résistants. Vous savez, c'était pas beau ce qui se passait en France. Ouais. C'était vraiment pas beau. L'équipe de Darnan, les pétainistes, ceux qui n'aimaient pas les juifs, les antisémites, qui étaient heureux à chaque fois qu'il y avait des déportations. Bien sûr, c'est une histoire, c'est dramatique. Et puis tout d'un coup, tout le monde avait le brassard FFI à la Liga. Oui, Pour les jours de les l'insurrection. résistants de la dernière heure. Oui, et nous, on n'avait pas le brassard, hein, je vous Ouais. le signale. On dirigeait l'insurrection, mais on n'avait pas le brassard. Et vous savez, j'ai raconté, ça je ne l'ai pas dit dans le livre, ça m'est venu après, mais c'est une des plus belles choses dont je me souviens, parce que je ne me souviens de rien de l'insurrection, je ne peux pas me souvenir. Parce que j'ai passé les 10 jours de l'insurrection, j'ai jamais dormi, j'ai toujours agi, j'ai organisé, j'allais voir les gars sur les barricades, mais je me souviens de rien. Si, que j'ai tiré sur un Allemand, que j'ai raté, ça c'était le dernier jour, avec mon petit revolver, j'étais un des seuls à avoir un revolver, hein, depuis longtemps. Encore une histoire. Mais c'est des souvenirs impensables. Et oui, alors, une des plus belles choses dont je suis fier, je m'en suis souvenu après l'écriture. C'est que j'étais avenue Jean Jaurès, je me rappelle, sous le métro aérien, où j'avais d'ailleurs fait les premiers tracts lancés du haut de métro aérien. À cet endroit-là, j'étais là, et j'ai vu un capitaine que je connaissais, qui était artificier, qui était avec Roll le Tanguy, à d'Enfer Rochereau, avec Roll, c'était le capitaine Patrick, c'était l'artificier des résistances, c'est lui qui fabriquait les grenades, qui nous avait appris le maniement des armes pendant quelques semaines. Il nous avait envoyé un officier qui nous donnait des directives, et je le connaissais. Et il s'approche de moi et il me dit, Guy, Roll te demande, est-ce que tu es d'accord, les Allemands demandent une trêve. Ça, je m'en suis souvenu après. Et j'ai dit non. Pas de trêve. C'est pour... voilà, c'était nous. Voilà. Ouais. Dédé, à 97 ans, Robert Birenbaum, vous seriez prêt... 98. Oui, vous seriez prêt encore aujourd'hui à vous battre, dire s'il fallait... J'ai combattu toute ma vie, vous savez, dans d'autres conditions, dans d'autres périodes, dans d'autres conditions. Je veux dire, on s'est battu avec ma femme, qui était une fille extraordinaire. On s'est battu pour faire une belle famille, une famille dont je suis vraiment fier. J'ai une famille que ma femme a construite. Oui. Et la France, Robert, la France, celle pour laquelle Guy Môquet écrivait à sa chérie. Oui. Vous avez choisi ce prénom de Oui, Guy parce que pour Guy Guy Môquet Môquet. venait de mourir, oui. Oui. On m'appelait Philippe. Je dis non, Pétain, ça ne me va pas. Alors je veux m'appeler Guy comme Môquet. Oui. Ouais. Voilà. Et Manoukian, qui lui aussi fait une lettre avant de mourir. Quelle lettre, quelle merveille. Je ne l'ai pas connu, c'est un regret. Mais sa nièce qui me prend dans ses bras et qui m'embrasse le jour le 18 juin, c'est phénoménal. Je suis comblé, je suis comblé. Je suis... on dit... maintenant, je suis quelqu'un. Bon, vous savez, j'ai pas fait ça pour être quelqu'un, j'ai pas fait ça pour être décoré. J'en ai rien à foutre. Hein. Mais c'est une reconnaissance. Et puis, je suis le dernier, quoi. Il y en a plus. Je suis tellement triste de penser que
Je suis là et puis tous mes copains, il n'y a plus personne. Je suis le dernier. J'étais le plus jeune et je suis le plus vieux. Et puis voilà. Ouais. Les Manoukians, et puis tous ces gens qui ont été déportés, qui sont morts, qui ne sont pas revenus des camps de concentration. Ils nous disent quoi aujourd'hui? Quel est leur message pour aujourd'hui, pour maintenant? Aujourd'hui, le message, c'est que il faut surtout se méfier de tous ces nouveaux orateurs. Enfin, ils ne sont pas nouveaux. Quand je vois ce qui se passe avec le Front National, qu'on parle de Marine Le Pen comme future présidente et que malheureusement, elle a ses chances. Pour moi, c'est un désastre monumental. Je comprends pas les politiciens actuellement me semblent un petit peu en dessous de leur possibilité. On dirait qu'ils n'ont pas d'instruction. Je sais pas, je suis pas content quand j'entends un type comme Mélenchon, pour qui j'avais une grande estime, et que je l'entends parler, c'est monstrueux. C'est des intelligences qui s'en vont du mauvais côté. Comment c'est possible que des gens comme ça se trompent à ce point-là? Je ne peux pas comprendre. Vous dites qu'ils n'ont pas leur place, ces gens-là, à la cérémonie du Panthéon pour Manoukian? Sûrement Comme le dit pas. Emmanuel Macron? Sûrement pas. Je ne sais pas ce qui va s'y passer, j'ai reçu la lettre du président qui m'invite. Évidemment, je suis le dernier. Mon fils en a retrouvé un. Il paraît qu'il y a un deuxième résistant. Il va me le présenter, là. Je suis content. Je vais aller le voir. Un vrai communiste, pas comme moi. Oui. Mais bon, vous savez, cela dit, attention. Je respecte profondément l'action des communistes de 1942 à 1944. Pour moi, c'était génial, c'était monumental. Ils ont été formidables. S'il n'y avait pas eu les communistes, on aurait été sauvés, bien sûr, par les Anglais, les Américains, mais au moins, les communistes ont fait leur devoir. Ça, il faut le reconnaître. Je vous dis, je n'ai jamais été communiste vraiment. J'étais plus apolitique. Mais bon, j'ai quand même fréquenté des gens très, très intelligents, qui, eux, étaient vraiment des communistes, et je ne les regrette pas, bien sûr. Mais bon, je n'ai pas adhéré après. C'est-à-dire que, vous savez, le fait de rencontrer ma femme, qui avait 16 ans, et moi 18, et puis d'avoir rencontré une fille comme ça, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir rencontré ma femme, ma fiancée à 16 ans, quand elle est sortie de son trou après 2 ans des poussières, Anne Frank française, voilà, sauvée par des justes. Et depuis quand on s'est rencontrés, puis qu'on a vécu ensemble de 65 ans de vie commune, elle m'a quitté le 6 février 2009. C'est pas hier, c'est une grande tristesse. Mais avec elle, on a construit une famille extraordinaire. Ouais. On va entendre une voix, une chanson de Jean Ferrat, Nuit et brouillard. Au fond, elle dit, cette chanson, ils étaient 20 et 100 dans des wagons plombés. Ce sont des fantômes, tous ces héros, tous ces morts, tous ces martyrs de cette guerre dont vous êtes aujourd'hui l'un des derniers à pouvoir témoigner, Robert Birenbaum. Et ça, jamais plus on ne devrait vivre ça. Oui, mais bien sûr qu'il faut dire jamais plus. Il faut se battre pour ça. Voilà. C'est le cas, il faut toujours se battre. Alors je dis aux jeunes, battez-vous. Je leur dis, ne baissez pas la tête. Il est toujours temps de rattraper le temps perdu. Il ne faut pas croire que la vie est un long fleuve tranquille. La vie, elle a des périodes difficiles, mais il faut savoir les surmonter. Il faut toujours avoir le courage d'avoir des opinions diverses et de les respecter. Ouais. Jamais se laisser abattre. Voilà, jamais accepter l'injustice. Voilà. Il faut, oui, tout à fait, la justice. Il faut
il faut être conscient qu'on doit se battre. On doit se battre, on doit toujours se battre. Et vous n'êtes pas un héros. Non, pas du tout. On veut me faire un héros, donc je crois. Vous savez, quand je sais tout ce que ces gars ont fait, c'est eux les héros. Mais bon, ils l'ont pas fait pour être des héros non plus. Ils l'ont fait parce qu'ils ont fait leur devoir et ils pensaient comme moi qu'il faut se battre. Voilà. Merci. Témoignage exceptionnel. Robert Birenbaum. Guy, j'ai presque envie de vous appeler Guy. Bien sûr, il y a un Guy maintenant. Ouais. Et il n'est pas triste non plus. Ouais. Je vous dis, une famille comme ça, merci Thérèse. Ouais. Mais Guy, c'est le gamin de 16 ans. C'est ce gamin qui a dit non. Je vais me battre. Bien sûr. Ouais, c'est vous. Oui, bien sûr. Il est toujours là, Guy. Il est dans votre cœur. Oui, oui. Vous restez toujours Guy. Oui, non, mais bien sûr. Oui, c'est moi, il n'y a pas de problème. Bon, puis j'ai la chance d'avoir cette mémoire. Je me souviens des noms de tous mes copains. On était 127 à la compagnie. Quand je regarde cette photo, je récite les noms les uns derrière les autres. C'est tous des types formidables. Avec leur père. Leur père ne voulait pas les lâcher. Ils sont engagés avec leur fils dans notre compagnie. On nous a promenés, on nous a trompés. On n'a pas voulu de nous. Je me rappellerai toujours quand Fabien, que j'ai escorté une nuit, quand il est venu à Paris 3 jours avant de mourir, et qui m'a dit « Guy, tu sais, qu'est-ce que je l'aimais, ce Fabien, le premier officier allemand tué à Barbès. L'exemple. » Alors on a discuté toute la nuit, il nous a pas lâchés, il a dit « Mon, on se fout de votre gueule, on veut pas de vous sur le front, vous êtes trop représentatif. » Mais c'est vrai, on nous a bridés, on n'a pas voulu qu'on aille sur le front, et pourtant on a fait nos preuves. Vous savez, j'ai fait des manœuvres, j'ai dirigé des manœuvres pendant nos soi-disant leçons. J'ai encerclé un quartier général avec mes hommes. J'ai arrêté les généraux des ennemis inventés. Mais je l'ai fait. On était capable de se battre. On voulait se battre. On n'a pas voulu de nous. On voulait. Vous savez, on voulait surtout. Il y a eu à cette période une espèce de conspiration pour que les communistes, parce que je faisais partie des communistes, il ne fallait surtout pas les monter trop en épingle. Déjà, il y avait 40% de Français qui étaient devenus communisants, 4 ministres communistes, Maran qui circule avec De Gaulle jusqu'à Notre-Dame, et c'est personne d'autre. Maurice Thorez, ministre d'État, bon, c'est une reconnaissance extraordinaire, mais on ne voulait pas que nous, qu'on se batte et qu'on montre qu'on est là jusqu'au bout. On nous a bridés. C'est un regret perpétuel. Ouais. Fabien m'avait dit, Guy, au cours de la nuit, il m'a dit, tu sais, peut-être que vous venez avec moi, je vous emmène. Il est mort 3 jours après. Hein. Il me dit, peut-être qu'on vous emmène, que tu viens avec nous. Et puis il me dit, oh, je suis idiot, si je vous emmène, vous allez être considérés comme des déserteurs et vous risquez d'être fusillés. Et lui, 3 jours après, j'ai appris qu'il était mort. Ouais. C'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Passer cette nuit avec ce gars-là, mais discuter toute la nuit avec Fabien, c'est extraordinaire. Des souvenirs, Robert Birenbaum, qui sont dans ce livre exceptionnel publié chez Stock, 16 ans, résistant. On va entendre évidemment l'affiche rouge, Robert Birenbaum, la chanson qui rappelle Manoukian, qui rappelle le sacrifice suprême. C'est important, ça. C'est très beau, mais oui. Quand j'entends, ça me fait pleurer. Il n'y a pas de problème. Ouais. Il nous dit, il nous parle. Et c'est beau. Ouais. Manoukian au Panthéon, Oui. ça nous parle. Il nous envoie un message aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ce qui nous arrive est extraordinaire. Merci.
Mais il le mérite tant. Oui, mais enfin, vous savez, le mérite pas toujours récompensé. En l'occurrence, bon, j'ai la chance qu'on récompense. Enfin bon, on l'a pas fait pour une récompense. Ouais. Mais Manoukian, qu'on voit ici en photo, c'est quoi? C'est le sacrifice, c'est le courage. C'est dire... L'intelligence, Oui. c'est l'intelligence, bien sûr, c'est le courage. Mais quel courage il faut, bien sûr. Je sais, je connais toutes les histoires. Vous savez, j'ai connu des résistants et des francs-tireurs, j'en ai connu quelques-uns. C'était des types extraordinaires. Ouais. Et c'était des communistes. Ouais. Et quand il meurt, dit la chanson, Oui, ils crient leur amour de la France. bien sûr, en voilà. mourant. Et la lettre qu'il fait à Méliné, mais c'est une lettre qui est sublime, qui a l'intelligence. On n'était pas que des ignorants. Je crois qu'on avait une bonne tête. Ouais. Je n'étais pas mauvais élève. Bon, je crois que j'ai gardé quelques notions. Vous auriez été prêt à mourir. Vous. Bah, vous savez, quand on s'engageait, on savait que ça nous attendait tous les jours. Non, mais franchement, j'étais tellement bien entouré. Vous savez, mon copain Jean-Claude, pour moi, c'est comme si j'avais un protecteur pour qui je refais n'importe quoi. Il me demandait n'importe quoi, je faisais. Ouais. Vous êtes aujourd'hui l'un des derniers résistants. Vous direz à tous ceux qui nous entendent, qui nous entendront encore longtemps, n'oubliez jamais ce message. Ah ben, bien sûr, il ne faut pas oublier. Il faut respecter tous ces gens qui ont donné leur vie pour la France, qui croyaient en la France, en la vraie France. Pas celle de Pétain, pas celle de Darnan, mais celle, bien sûr, le général de Gaulle. Je ne suis pas un fervent admirateur parce que j'ai quelques différences avec lui sur la résistance, comme avec beaucoup d'autres. Tout en n'étant pas communiste, je sais ce que les communistes ont représenté pendant cette période et ce que les autres nous racontent. Il y a beaucoup de vent. Hein. Vous savez, la résistance, c'était les communistes. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ça, on peut se mettre sur la tête, raconter n'importe quoi. À part eux, le reste, c'est du bricolage. Oui, mais vous ne regrettez rien. Non, Si c'était à refaire, Ah non, je regrette rien. Je suis fier de ce que j'ai fait et fier pour tous ceux qui sont derrière moi. Oui, très fier, de plus en plus fier. Avec ce qui m'arrive là, j'aurais du mal à pas être fier. Non, mais qu'on reconnaisse ça aujourd'hui. Je viens de lire un article qui est passé aujourd'hui dans l'Humanité, où Macron répond à l'Humanité. Je trouve cet article sensationnel, il se défend comme un lion. C'est beau, c'est beau. Heureusement, on a des hommes intelligents, comme ce nouveau jeune Premier ministre, que franchement, je suis surpris. Bon, même, vous savez, je vis encore, hein, je vois ce qui se passe. c'est quoi la France pour vous, Robert Birnbaum? C'est quoi? Ça existe? C'est 1789, Oui. C'est la Révolution, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de Victor Hugo. C'est un pays qui mérite qu'on meure pour lui? Oui, bien sûr, bien sûr. Mourir pour ses idées, comme elle l'a dit dans sa chanson, Ferré. Mais oui. Mais en essayant de ne pas mourir, mais faire tout pour que la France reste la France. Merci. C'était le témoignage de Robert Birnbaum, 16 ans, résistant, exceptionnel livre, publié chez Stock. On finit avec le chant des partisans de Lina Marny. Vous qui aimez chanter, Robert, vous la connaissez celle-là? Je l'ai chanté le 18 juin avec le... On me l'a chanté, c'est quand même... vous savez, c'était une journée que j'oublierai pas. Oui, vous avez reçu le légende. Non, vous savez, je m'en... Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Demain, du sang noir coulera au grand soleil sur la route. Ça, je connais pas. Je l'ai connu par cœur, bien sûr, mais bon, j'ai tellement arrêté de chanter que
Mais vous voyez, j'en retiens des bribes. Merci. Non, mais quand je l'ai écouté là, le 18 juin, vous savez, l'affiche rouge, le partisan, c'est un honneur extrême. Merci. Merci à vous, Robert Birenbaum. Merci. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève.